J'ai arraché aux entrailles de la terre la source qui nous a fait naître. Je suis né le 28 mai 1967 à Vannes dans le Morbihan. J'ai grandi dans un camp de rapatriés d'Algérie à Saint-Avé, commune de Vannes, qu'on appelait aussi la Terre Rouge, terre riche en argile. La Terre Rouge, je me souviens enfant, accompagnant ma mère récupérer la terre avec laquelle elle confectionnait un four à pain qu'on appelait El Koucha, le four en arabe. La Terre Rouge, cette terre qui nous a fait naître. Après des études de comptabilité au lycée Saint-Georges à Vannes, je me suis orienté vers une école hôtelière où j'ai appris le métier de serveur. En 1990, rencontre avec les directeurs du théâtre du Fil Emma, Emmanuel Laine et Mickey, je me souviens plus de son prénom, on l'appelait Mickey. Après la diffusion du film Les Enfants du désordre de Luc Besson, 1989, avec entre autres Emmanuel Béard et Robert Hossein, film qui retraçait la vie de la compagnie. Il me propose de rejoindre la troupe à Émancé, dans les Yvelines, pour un contrat de 2 ans en tant que comédien animateur, ce qui m'a conduit à jouer Les Oiseaux d'Aristote au théâtre Chaillot à Paris. En 1990, je rencontre le directeur de l'école des Beaux-Arts de Lorient, Monsieur Jean-Yves Boilève, qui m'a permis, par dérogation, de participer au cours. J'ai par la suite rencontré Madame Gisèle Beauvois, directrice de la Cour des métiers d'art et de la galerie d'art L'Atelier d'Étienne à Pont-Scorff, dans le 56, qui m'a proposé de réaliser ma première exposition personnelle dans l'enceinte du bâtiment et m'a proposé un contrat de 2 ans d'animateur en galerie d'art. Dans les années 1992, j'ai postulé à la mairie de Lanester pour une exposition. Ma candidature a été retenue et j'ai donc exposé mon travail à la Rotonde, lieu dédié aux expositions personnelles. Remerciements à Gérard Nicole. Après mon expérience au Théâtre du Fil, qui a été une expérience mais vraiment très riche, j'ai ressenti le besoin de créer. De créer quoi, j'en avais encore aucune idée, mais le besoin de créer. M'est venue l'idée en fait d'acheter du plâtre et de commencer à fabriquer en fait des visages, donc avec du plâtre. Donc je prenais des ustensiles que j'avais chez moi. À l'époque, j'avais aucune idée de l'outillage et de ce qu'il fallait comme outil pour pouvoir travailler. Donc j'ai pris des couteaux, des fourchettes et j'ai commencé en fait à sculpter des visages. J'ai été surpris de constater que mon entourage était emballé non seulement par la création, mais emballé aussi par la démarche. Je crois qu'au départ, c'était plus la démarche qui les a séduits, plus que le résultat en fait des sculptures. Et moi, ça m'a encouragé et donc j'ai continué. J'ai fait des visages, donc différents visages. Je pourrais les retrouver d'ailleurs, ils doivent être dans mes archives. Et un jour, en fait, j'ai un ami qui passe. Il travaillait à l'époque, en fait, moi j'habitais Lorient toujours. Il travaillait à Quiberon dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Ibis. Il a été intrigué par ma démarche et intrigué par mes sculptures. Et il m'a demandé, écoute Kader, est-ce que ça te brancherait? Est-ce que t'aimerais en fait faire une exposition? Moi, j'ai toujours fonctionné par instinct puis d'une façon un peu naïve. J'ai dit OK. Donc, on a préparé l'exposition. Il a récupéré mes pièces. Il les a installées en fait à l'hôtel Ibis. Et donc, les retours ont été très, très encourageants. Donc, et j'ai décidé de continuer. J'avais à l'époque 25 ans. 25 ans, voilà. Donc, j'ai continué à sculpter. L'inspiration, c'est très 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 particulier. Je me suis toujours demandé en fait à quoi elle était liée et pourquoi et comment elle arrive en fait à un moment où tu l'attends pas du tout. Je vais mettre une petite parenthèse, en fait, pendant 10 ans, j'ai arrêté de peindre et arrêté de créer. Ça a été pour moi, comment on appelle ça vulgairement, enfin, on appelle ça la traversée du désert. Et ça a été vraiment une traversée du désert, c'est-à-dire un mal-être, voilà, je dis clairement, honnêtement, voilà, un mal-être, un mal-être. L'existence me convenait pas, les rapports humains me convenaient pas, ce que la société me proposait me convenait pas, donc j'étais parti dans un espèce de mal-être, et du coup je me suis laissé porter en fait,
Et, je me suis laissé porter. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de recommencer à peindre, mais encore, c'était multiplié par 1000. Et je crois que ça vient aussi de la rencontre d'un ami que je tiens à citer, Brahim. Incroyable mais vrai. C'est une personne en fait qui m'a... C'est drôle, hein. Cette rencontre pour moi elle a été importante et fondamentale. C'est-à-dire que je crois que c'est une des premières fois où je rencontrais une personne qui avait un peu même état d'esprit, la même vision que moi. C'est une personne qui est profondément humaine. Et je crois que j'avais besoin de ça. Et c'est drôle, hein. On peut dire que les choses sont du hasard. On peut dire que voilà, tout est hasard, il n'y a pas de... Mais moi, je ne sais pas comment m'expliquer d'avoir rencontré cette personne, en fait, et qui m'a, d'une humanité, mais la plus profonde, qui m'a redonné confiance, en fait, à l'humanité. Et là, je me suis fait un déclic, je me suis dit, Kader, il faut que tu continues. En fait, même pas ça. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était d'une évidence totale. L'inspiration m'est tombée dessus. C'était incroyable. Et là, j'ai commencé à peindre et à sculpter et à peindre et pas m'arrêter. À tout le temps, 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 tout le temps. Un jour, je m'arrête. Complètement. Je m'arrête, je regarde par la fenêtre, puis je vois la nature. Puis je me dis, à quoi bon en fait peindre, sculpter, à quoi bon essayer de faire des choses dans la mesure où la nature en fait elle a fait de tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc comment on peut rivaliser en fait avec la nature? Donc je me rappelle en fait la veille, je me dis j'arrête de peindre. Voilà, le lendemain je me dis bon je sais pas ce que je vais faire, j'arrête de peindre. Je me mets devant la télé le soir, j'adore regarder la télé. Je tombe sur un documentaire sur l'histoire de l'art, je sais plus quelle chaîne RT ou la 13, enfin la 14, je sais plus. Je tombe sur une chaîne, donc là, sur Arte, donc sur l'histoire de l'art. Donc la veille, en fait, j'avais décidé d'arrêter de peindre dans la mesure où moi je considérais que la nature, en fait, avait donné de tout ce qu'il y a de plus beau, c'était pas la peine de rivaliser avec elle. Je tombe sur cette émission, je tombe sur un historien de l'art, qu'est-ce que j'entends? Incroyable. Le propre de l'artiste est de faire mieux que la nature. C'est quand même incroyable ça. C'était hallucinant. Et bien grâce à ça, ça m'a donné la niaque et la conviction de continuer. Et c'est pas le premier lien que je fais comme ça avec des choses en fait des questionnements auxquels je m'étais attardé, où j'ai eu la réponse par intermédiaire en fait d'une musique ou d'une phrase ou de quelqu'un qui m'a voilà de quelque chose qui m'a remis dans les rails. Donc la question qui se pose aujourd'hui, et je vais finir peut-être avec ça en fait, est-ce qu'il existe en fait une vocation à l'être? Est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? C'est pour faire un lien en fait avec Simone de Beauvoir en fait. Est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? Est-ce on est conçu pour, pour ça? Est-ce que c'est juste un loisir? Est-ce que c'est juste un passe-temps? Est-ce que c'est juste un loisir? Ou est-ce il a une raison réelle d'exister? Est-ce qu'il a un sens réel? Est-ce il est, il est autre de ce que peuvent penser, ce que les gens ont comme idée sur l'art en fait? Moi j'ai été confronté à ça en fait, c'est-à-dire que les gens aiment ou aiment pas un tableau. Moi je leur dis non. Tu dois savoir si un tableau est bon avant d'être subjectif. Et pour finir, je vais finir avec ça parce que c'est peut-être un peu long en fait. Moi je considère qu'un tableau ou une sculpture est réussi dans, à partir du moment où elle a sa propre entité, sa propre existence. C'est-à-dire que quand tu l'accroches dans le mur et quand elle est face au spectateur, elle a sa propre identité et sa propre pensée. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, normalement. Je voulais parler de l'empathie. L'empathie, c'est un mot qui a été voilà, galvaudé, tac, tac, tac. Même aujourd'hui, dans l'enseignement, on commence à mettre ça en place, en fait, faire comprendre aux gens que pour exister, pour vivre en société, il faut avoir une forme d'empathie. Sauf que pour moi, l'empathie, elle doit être innée par rapport à ton être et comment tu as été construit. Et donc, moi, l'empathie, je vais vous expliquer, en fait, comment elle m'est venue, en fait, en pleine figure, comme un boomerang. Un soir, j'étais dans mon atelier en train de travailler normalement, tac, 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 tac. Je prenais du recul pour regarder mon travail, et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut paraître complètement étrange, hein. Étrange, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pensé très fort à ma sœur qui s'appelle Ourida, et j'ai réussi. C'est drôle, hein, ce que je vais vous dire, ça peut paraître complètement, mais je le dis quand même. J'ai réussi
à voir mon travail à travers le regard de ma sœur Ourida. Comment l'expliquer? C'est vraiment étrange. Et par la suite, en fait, j'ai continué à travailler et à chaque fois que je rencontrais une personne qui me touchait viscéralement, quand je rentrais dans mon atelier et quand je travaillais, j'arrivais à voir mon travail à travers son propre regard. Comment expliquer ça? Je crois que ça, c'est une forme d'empathie. Et d'ailleurs, l'empathie, je l'avais écrit, en fait. Quand je parle de l'art brut, en fait, je dis que l'art brut, en fait, consiste à se débarrasser de toute influence visible. Une introspection est alors enclenchée. Je l'ai parfois associée à une forme d'autisme, une vision différente, une approche sensible, ultra sensible du monde. Une différence, un atout, jusqu'où approfondir la recherche. Donc voilà, c'est pour faire un clin d'œil à l'empathie. L'empathie, c'est très, 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 très important. Et l'empathie, tout le monde peut développer cette forme d'empathie. Et en fait, ce qui peut être intéressant dans l'existence, j'espère que demain on pourra se comporter comme ça, quand on regarde le regard de l'autre, dire que je suis toi, je suis aussi toi. C'est-à-dire que ce que toi tu vis, moi je peux le vivre aussi. Et juste une petite anecdote, en fait, c'est mon amie Denise, en fait, qui habite juste à côté, à qui je rends hommage, Denise et André d'ailleurs, qui sont des très proches, en fait, qui m'avait parlé d'un philosophe allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, et ça m'avait aussi beaucoup touché, beaucoup troublé. Alors lui, il partait du principe, ce philosophe, c'est un Allemand. Lui, il considérait que lorsqu'on sort de chez soi, quand on sort dehors, on est responsable du regard de l'autre. Ça veut dire qu'un regard bienveillant porté sur une personne croisée, ça peut la rendre et ça peut la sortir d'un méandre ou de problématique. Donc voilà, donc moi je conseille et puis j'encourage en fait tout le monde à travailler là-dessus et avoir un regard sur l'empathie et dire que voilà, l'autre ça peut être aussi moi. En 2007, je crois, en 2007, en fait, je reçois un courrier de la mairie de Rezé en me disant, en fait, le courrier me disait que j'avais été, comment dirais-je, tiré au sort, en fait, pour une session de juré aux assises. Donc, j'étais convoqué un lundi, je me souviens. Donc, un lundi, on était convoqués, les 40 jurés titulaires étaient convoqués, donc avec le président qui était là, le président des assises. Le, et donc, ils nous ont expliqué tout le protocole, comment ça allait se passer, patati patata. Et l'après-midi, hop, c'était la visite de la prison. Moi, j'étais intrigué, j'ai demandé au président, je me souviens à l'époque, on pouvait l'interpeller. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, j'aimerais savoir pourquoi on se doit de visiter la prison. Il m'a dit, écoutez, monsieur, en fait, c'est pour quand vous allez en fait en délibérer, quand vous condamnez une personne, il faut que vous sachiez exactement dans quelles conditions elle va être. Et donc, l'après-midi, donc on visite la prison, en fait, prison Nord, en fait, le centre pénitentiaire. Tac, tac, tac. Et le lendemain matin, je me souviens, le mardi matin, donc le matin à 9 heures, donc on a commencé en fait à commencer la séance en fait de jurés aux assises. Donc moi je m'installe, on était les 40 jurés titulaires, je m'installe. Donc on était les 40 titulaires, je m'installe, le président s'installe, les assesseurs s'installent, l'huissier s'installe. Et là, en fait, il faut rentrer l'accusé. Et ensuite, l'huissier est chargé, en fait, de tirer au sort les 12 jurés qui vont assister, en fait, à cette séance. Donc, l'huissier, c'est une femme, en l'occurrence. Elle tire au sort dans une urne, comme ça. Elle tire au sort, en fait. Et là, elle tire le numéro 16. Juré numéro 16, Kader Skidja. Et là, en fait, il y avait l'avocat donc de la défense et l'avocat de la partie civile qui pouvait, lui, suivant le fonctionnement, en fait, de récuser en fait un juré. Donc, à tir au sort, juré numéro 16, Kader Skidja. Je me lève, et là, hop, j'ai pas été récusé, je m'installe en fait avec le président, les assesseurs. Ils constituent les 12 jurés, on prête serment, et là, l'affaire commence. L'affaire commence. Et je me souviens, je voulais parler de ça parce que je me souviens d'une anecdote, en fait, enfin d'une phrase que m'avait dit le président. Il m'avait dit, tu sais, il m'a dit, vous savez, Kader, en fait, on ne sort pas indemne d'une session de juré. Et il m'a dit, je sais qu'on vous donne, en fait, une grosse responsabilité. Et effectivement, moi, je sais qu'il y a eu un avant et un après, en fait, avec cette séance de juré. Et quelque chose m'avait interpellé aussi dans l'Assemblée. Avant la séance, en fait, le président devant l'Assemblée avait stipulé, je me souviens, il avait dit en fait, on a un artiste parmi nous et on serait intéressé de savoir en fait quelle est sa vision de la justice. C'est drôle ça quand même. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc en rentrant chez moi, donc
après cette séance. Et ce qui était troublant, c'est que le soir, en fait, je regardais les infos, il parlait de cette séance, en fait, il parlait de ça, et puis il disait que voilà, maintenant les jurés sont en délibération, et voilà, ils rendent le verdict. Et donc pour moi, ça a été un choc, parce que j'ai compris, en fait, de quoi pouvait être capable, en fait, l'humain. Du meilleur comme du pire. Et peut-être que c'est là que j'ai fait le lien avec la repentance. Parce que la justice, elle a part du principe, en fait, qu'on doit condamner une personne. Effectivement, elle doit être condamnée pour un acte qu'elle a fait, c'est tout à fait mérité. Mais le but aussi, c'est de pouvoir la réinsérer. C'est-à-dire qu'on est dans cette, vous comprendrez après, ça rejoint un peu mon travail. On est dans la repentance. C'est-à-dire qu'une personne qui est condamnée, le but pour elle après, c'est effectivement d'effectuer sa peine, ce qui est tout à fait normal, mais elle doit faire un travail de repentance. C'est-à-dire que elle doit passer par une forme de repentance, reconnaître ce qu'elle a fait et arriver par une forme en fait d'accorder en fait de donner son pardon en fait aux parties civiles et de pouvoir faire un travail sur elle-même. Donc le but de la prison, c'est de pouvoir en fait faire en sorte à ce que les personnes qui sont condamnées puissent avoir une deuxième chance et pouvoir avoir une repentance. Et je crois que c'est de là peut-être qu'est venue en fait pour moi la repentance. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que je suis quelqu'un de bien, que je me suis toujours bien comporté avec mes parents, avec mes voisins, avec mes amis. On a tous en fait des casseroles, comme on dit. Et donc le lien avec la peinture, il a été évident en fait. La repentance pour moi, parce qu'en fait le mot repentance, on l'emploie dans la peinture. La repentance en fait, c'est un coup de pinceau qui a été mal donné, un doute. Et en fait, en ce qui me concerne, en fait, pour moi, la peinture, elle est en lien aussi avec la personne. C'est-à-dire que moi, quand je doute sur une partie, sur une repentance, en fait, dans un tableau, c'est-à-dire que je doute aussi de moi-même. C'est-à-dire que je me suis mal comporté, ou avec mes parents, ou avec mes voisins, ou avec une personne, en fait, et je dois combler, je dois réparer ce comportement. Le problème, c'est que ça prend toute une vie. Tant que t'as pas réparé en fait le doute en fait sur un tableau, je prends l'exemple d'un tableau qui a été fait hyper rapidement, tac 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 tac, hop, là au bout d'un moment en fait je vais avoir une mauvaise pensée ou genre, ma conscience va être un petit peu perturbée parce que je me suis mal comporté, c'est avec mes parents, c'est avec des amis, patati patata, et donc je vais avoir un doute et donc le coup de pinceau va être donné du mauvais côté. Donc tac tac tac, le tableau est réalisé, sauf que ce repentir, tant qu'il n'est pas refait, tant que je n'ai pas retouché et tant que je n'ai pas redonné le coup de pinceau exactement là où il doit être au millimètre près, le tableau n'est pas accompli. C'est très 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 particulier. Donc voilà, je peux mettre des années en fait à réparer en fait un repentir. Donc après tous ces parcours, en fait, j'ai senti le besoin de m'isoler. Alors m'isoler pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai senti un besoin de m'isoler, de me renfermer un petit peu dans mon atelier. Et là, j'ai commencé à créer. Créer. Peinture, sculpture, créer. Et à ma grande surprise, en fait, mon entourage, mes parents, mes amis proches, comprenaient pas ma démarche. En fait, eux ne comprenaient pas comment on pouvait s'enfermer dans un atelier, pratiquement ne pas avoir de lien social et de pouvoir s'autosuffire. Eux ne comprenaient pas dans la mesure où eux considéraient que pour être bien, pour exister, on avait besoin des rapports humains. Donc on avait besoin quand on était sollicité à une invitation, d'y aller, on avait besoin de sortir, on avait besoin d'avoir des liens sociaux, des contacts, sauf que moi à l'époque, je n'en avais pas besoin du tout. J'étais pas du tout malheureux, j'étais pas du tout dans un espèce d'enfermement, dans la mesure où j'étais dans un travail qui me satisfaisait, mais pleinement. Pour moi, créer, c'était la chose la plus extraordinaire qui pouvait m'arriver. Et donc j'ai eu du mal en fait à me situer par rapport à ça. Donc quelque part je culpabilisais, je me disais peut-être qu'ils ont raison en fait. Pourquoi cet enfermement? Et en fait donc au bout de 20 ans, quelques temps, grâce
sans doute à la rencontre avec Hamac, ça a été vachement intéressant. J'avais commencé à demander en fait autour de moi à quel mouvement j'appartenais en tant que plasticien, en tant que peintre. Personne n'a su me répondre. Personne n'a su me répondre et je comprends pourquoi, parce que c'est de l'ordre de l'intime. Et un jour, donc, il y avait une formation avec Virginie Lardière. On parle, on discute des tenants, des aboutissants, du montage d'une exposition, de la formation, de tout ça. Et tout d'un coup, on va savoir pourquoi, j'ai eu le déclic. J'ai su que je faisais de l'art brut. Incroyable. Et ça a été mais une révélation et un choc et ça m'a été troublant. Et je suis allé me renseigner sur ce qu'était l'art brut en fait sur Internet et là, incroyable mais vrai. C'était exactement la façon dont je me comportais. L'art brut en fait, c'est un art qui est en dehors de toute institution et qui a besoin d'être dans un espèce d'enfermement et qui peut aller même jusqu'à faire fi des critiques extérieures. C'est-à-dire qu'on a une conviction intime d'un travail et d'une démarche sans tenir compte en fait du regard de l'autre, sans tenir compte de la critique. Et l'art brut en fait a besoin, pour arriver dans l'art brut en fait, il y a besoin d'avoir un conditionnement. Il faut un enfermement. J'en reviens avec ma rencontre avec l'agence Hamac. Ça a été ma rencontre, cette rencontre, elle a été importante, fondamentale, même si il y avait une certaine forme d'appréhension, parce que je sortais de l'isolement. Et en fait, cet isolement, il m'a beaucoup servi pendant plusieurs années. Donc à travailler dans mon atelier, tout seul, à faire fi des critiques, à faire fi en fait des commentaires, patati patata. Et au bout d'un moment, je me sentais un petit peu isolé. J'avais besoin quand même de confronter mon travail en fait à l'extérieur et en particulier aux professionnels. Et donc un jour par l'intermédiaire en fait d'une association qui s'appelle Trajet, d'ailleurs je les remercie aussi. Donc ils m'ont convoqué pour me dire bah, écoutez dans le cadre de votre profil en fait d'insertion, on a besoin de nous de savoir un peu quelles sont vos attentes et quelles sont vos expériences. Donc moi je leur donne mon parcours de peintre, d'artiste, de ci, de ça. Et là ils me disent bah tiens on va vous mettre en lien avec Hamac. Voilà, donc je connaissais pas du tout. Donc ils me mettent en lien avec Hamac et c'était au mois d'août l'année dernière, je me souviens, il faisait beau, oh, c'était chouette. J'étais sur l'île Fédot à me prélasser comme ça tranquille et tout d'un coup je reçois un coup de téléphone de Virginie Lardière.
Bonjour Monsieur Sinja, je suis Virginie d'Amac. Voilà, j'ai eu vos références en fait avec l'association Trajet, donc ça serait bien qu'on prenne rendez-vous pour mettre en projet en fait un contrat d'insertion dans le cadre de votre vos compétences artistiques. Je dis ok, pas de souci. Donc elle me donne rendez-vous, je crois que c'était 3 semaines avant, 3 semaines après, pardon. Donc elle me donne rendez-vous, je rencontre Virginie, et là ça a été hyper vite. C'est-à-dire que tout de suite on est tout de suite allé à l'essentiel. On a commencé à mettre en place en fait comment fonctionnait Hamac, quels sont les comment quels moyens ils peuvent mettre en place, comment ils peuvent vous soutenir. Donc moi je suis avec eux depuis août dernier. Donc là aujourd'hui on est en avril. Donc pour moi ça a été extraordinaire. Par leur intermédiaire, j'ai rencontré aussi le Millefeuille. Millefeuille qui est en lien aussi avec Hamac. En fait, Millefeuille, c'est une structure qui est installée en fait dans les anciens mines. Euh, Millefeuille, c'est une structure qui fait la promotion en fait des artistes et qui met à disposition des ateliers donc céramiques, donc pour cuire de l'argile. Ils ont en lien aussi, comment dirais-je, un atelier bois qui est super intéressant. Et ils ont en lien aussi, il y a aussi des gens de la communication. Donc, grâce à Hamac, en fait, ça m'a permis de me mettre entre guillemets, de sortir de mon atelier, de sortir dans une espèce d'enfermement dans mon travail et de me mettre en fait face à des professionnels. Pour moi, ça a été un choc parce que j'ai pas été habitué à défendre mon travail en fait auprès des professionnels. Donc, il y a eu des réunions, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes en fait. Frédéric Coinge d'ailleurs, ça a été une super bonne rencontre. Myriam, super bien. Justine et les autres. Je me rappelle plus trop de leurs prénoms, donc ça a été super sympa. Et puis récemment, donc Virginie elle me dit, écoute Kader, est-ce que ça te brancherait de faire une expo test? Je dis ok, pas de souci. Moi je suis partant, je dis oui tout le temps. C'est drôle. Hein. Donc elle me dit, voilà, bah écoute, l'expo ce sera le 23, 24 et 25 avril prochain. Donc là on est début avril. Et donc le but en fait c'est de déplacer une partie de ton travail, donc ta peinture et sculpture, de les mettre en place dans une salle qui est dédiée donc aux expositions, avec deux autres participants, donc Myriam et Scheherazade. C'est drôle d'ailleurs, Kader, Myriam, Scheherazade. Je lui ai dit en quoi consiste l'Expo Test. Il me dit écoute, Kader, tu présentes ton travail, donc tu présentes certaines œuvres, sculpture et peinture. En face de toi, enfin, il y aura Romain, d'ailleurs, que je salue, Romain qui fait partie de Millefeuille, que je salue. Et donc il y aura Romain, il y aura une critique d'art qui sera là aussi. Il y aura la directrice aussi du rayon vert et d'autres communicants. Donc on a 1 heure, donc chaque artiste en fait, on a 1 heure en fait donc pour présenter donc le travail qui sera mis en place et d'argumenter en fait sur la démarche. Donc pour moi c'est quelque chose d'important. C'est aussi une certaine forme de reconnaissance et la suite après ben ça sera en fonction de l'appréciation, de mes convictions et du courage.
permis de faire des échanges. J'ai rencontré les gens. Oh, c'était chouette, on a vécu des choses là-bas qui sont extraordinaires, magnifiques. Et pourquoi vous passez Parce que là, depuis quelques temps, j'ai eu un passage à vide pendant 10 ans. Si dans le vide, il n'y a plus le lieu de diffusion. Il commence à reprendre, parce que le problème, c'est que là, je suis arrivé à un stade où mon atelier, il est rempli. Vous avez vu, Virginie, quand on dit rempli. J'attendais que t'en parles. Ah, mais il est rempli. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que... Oui, 30 mous. Quand j'entends parler de 30 mous, un nom qui me paraissait complètement improbable. Et en fait, je vais visiter 30 mous avec un ami, c'était en 98, je crois. Et c'était un endroit à l'époque qui était pas très recommandé. C'est-à-dire que c'était un lieu il n'y avait pas encore d'engouement. C'est-à-dire que les gens, en fait, à l'époque, c'est simple, personne ne voulait habiter à 30 mous. C'était un endroit qui était plus ou moins insalubre. Certaines maisons étaient squattées. Moi, j'aimais bien parce que j'avais l'impression d'être totalement insulaire. Et à l'époque, 30 mous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 99, il n'y avait pas la navette. Le Rocchio, en fait, le Rocchio existait jusqu'aux années, ça faudra que je rectifie parce que je ne me rappelle plus, peut-être aux années 70. Donc le Rocchio, c'est un vieux bateau qui faisait la traversée entre 30 mous et la gare maritime qui est aujourd'hui. Et donc à l'époque, il n'y avait pas la navette. Donc pas de navette, pas de touristes. Et qu'est-ce que c'était bien. Donc moi j'aimais bien ce côté un petit peu insulaire, il n'y avait personne à 30 mous. Donc voilà, puis cette personne en fait me propose, me dit écoutez, moi je peux vous louer une maison qui est à 30 mous, par contre il y aurait besoin de faire quelques travaux, est-ce que vous êtes prêt en fait à travailler dans cette maison, à faire des travaux, y habiter? Je dis ok, bingo, il n'y a pas de souci. Donc je rentre dans l'appartement, je prends un bail, je rentre dans la maison, pardon, donc une petite maison de pêcheur qui était délabrée. Et puis moi, il y a eu un déclic en fait, c'est drôle. Au fur et à mesure que je restaurais la maison, en fait, je la remettais en fait propre en fait pour y habiter. Au fur et à mesure que je la regardais, je me disais tiens, ce serait peut-être bien d'en faire un atelier et un lieu d'expo. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi et puis les gens n'étaient pas très chauds avec ça, même mes proches. Ils disaient mais attends Kader, un lieu d'exposition, un atelier, un lieu d'habitation dans une maison aussi biscornue, ce n'est pas envisageable. Moi j'étais persuadé du résultat, donc j'y suis allé à fond, j'ai restauré la maison et j'en ai fait donc un atelier, un lieu d'exposition et, comment dirais-je, un lieu d'habitation. Donc après la fin de la restauration, je crois que c'était en 2002, je commence à faire ma première exposition avec Françoise Fougère. Ah, je me souviens d'elle, elle était sympa elle aussi. Elle était peintre en fait. Donc je la rencontre à 30 mous, on sympathise. Je lui dis écoutez, moi je suis artiste peintre, je suis installé à 30 mous depuis peu. Elle était originaire de 30 mous depuis déjà des années, ses enfants habitaient là. Elle était peintre en fait à l'époque. Donc je lui propose, j'ai écouté, Françoise, on s'est tutoyé, est-ce que tu es ok pour faire une exposition avec moi? Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est rencontrés, on a sympathisé, on a mis en place l'exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon atelier, les maisons de 30 mous, elles sont spécifiques, elles ont souvent 2 étages. Donc il y a le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Et donc les 2 premiers étages, le rez-de-chaussée et le premier étage, je les avais restaurés pour en faire en fait un atelier, un lieu d'exposition. Donc bingo, je demande à Françoise de choisir une des pièces, elle choisit la pièce du bas, moi je prends la pièce du haut, donc j'expose mes peintures et mes sculptures en haut, elle expose ses peintures en bas, on fait appel à la presse, on organise un vernissage, et là bingo, ça a été un engouement, les gens ont été intéressés. Par la suite, en fait, j'ai rencontré encore d'autres artistes, et en 20 ans, ça fait 25 ans que je suis ici, j'ai dû faire peut-être une quarantaine d'expositions avec des gens que je rencontrais. Entre-temps, oui, en 2002, je postule en fait à la mairie de Rezé, donc qui est dans ma commune en fait pour un emploi de communication et reprographie. Donc j'ai été embauché pendant 2 ans, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Ça m'a permis aussi d'avoir un plan plus large sur ce qu'était la communication et comment communiquer. Donc j'ai travaillé avec eux. D'ailleurs, je remercie Jacques Lamy, avec qui j'ai eu des très bons contacts, qui était directeur de la communication à l'époque. Et Brigitte Sauvage, qui était directrice de la reprographie, à qui je rends hommage, qui est décédée, et qui je rends hommage, qui a été très importante pour moi. Voilà, ça a été mon arrivée à 30 mous. Aucune étude sur le nombre d'or, je n'ai pas regardé sur internet ce qu'était le nombre d'or. Et en fait, dans mon atelier, j'ai un grand travail dans mon atelier, entre autres, j'ai aussi des plafonniers. Des plafonniers donc, qui sont en lien avec mon expo. Et au fur et à mesure que je travaillais, je me rendais compte qu'en travaillant sur la symétrie et sur le nombre d'heures, les tableaux qui étaient
derrière moi réagissait avec le tableau sur lequel je travaillais. C'est drôle ça. Et après, moi, je me suis rendu compte, j'ai fait la déduction que le nombre d'or, il a une formule mathématique, mais il est complètement irrationnel. Et moi, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas à quoi il est lié. Certains vont dire qu'il est lié aux astres, aux divins, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très particulier. Le nombre d'or, quand il est respecté à 100%, un tableau, même s'il est dos à vous, vous arrivez à le sentir. Il va interagir avec le tableau qui est en face. C'est drôle ça. Ça, je ne pourrais pas l'expliquer de façon mathématique. Alors, le nombre d'or. Le nombre d'or est doté d'une formule mathématique. Tac, 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 tac. J'ai pas réussi à l'écrire avec mon ordinateur, je ne suis pas encore très. Donc il a une formule mathématique, tac, tac, tac. Il est donc rationnel en lien avec la symétrie et la lumière. Cependant, quand on l'explore dans son contenu, dans sa forme, dans sa substance, force est de constater qu'il échappe à toute logique mathématique et rationnelle. Alors, à quoi est-il lié? Aux astres, aux divins, affaire à suivre. Et quand on me demande d'expliquer le nombre d'or, je peux donner en fait les bases, en fait, vraiment les bases, donc la symétrie, la lumière, mais ça demande en fait un travail intime. Et ça, c'est à chacun de s'emparer en fait. S'il veut aller vers ce raisonnement, c'est à chacun. Et le nombre d'or demande aussi à faire une introspection, un travail sur soi. Je ne peux pas l'expliquer, et je crois que je ne pourrai jamais l'expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Et donc la définition, le nombre d'or, en fait, c'est quelque chose qui échappe à toute logique rationnelle. Et il peut être troublant. Donc il faut déjà, il faut l'avoir appréhendé. Et aussi une chose en fait dans ce genre de travail, surtout ne pas rentrer dans une forme de mysticisme. C'est-à-dire, voilà, il faut toujours, non mais c'est important, rester dans un principe de réalité. Ne surtout pas en fait aller essayer de chercher des choses que tu ne peux pas comprendre. Toujours rester dans un principe de réalité. C'est fondamental de ne pas se perdre dans des choses qui peuvent être... Il faut une logique mathématique. Pour moi, la peinture, l'art, il est en lien direct avec la science et les mathématiques. Ah d'ailleurs j'ai un projet que j'aimerais bien mettre en place, enfin je le mette en place, c'est d'exposer avec un mathématicien. Ça, il faudrait que c'est pas, j'y pense depuis déjà une quinzaine d'années, mais j'ai pas encore eu l'opportunité. Mais je pense que ça serait une des, voilà. Donc c'est rationaliser la peinture. Peinture est mathématique. Et la science et la peinture, c'est lié. Alors que les gens disent non, c'est pas lié. Si, c'est lié. Les maths et la... Sauf que quand tu arrives au nombre d'heures, effectivement, c'est lié, sauf qu'il y a une part qui t'échappe. Il y a une part, tu sais pas d'où elle vient, et tu ne dois même pas chercher. C'est pour ça que moi, quand j'ai su que je faisais de l'art brut, et quand j'ai commencé à travailler le nombre d'heures sans l'avoir étudié, sans être allé sur Google, moi, je m'étais rendu compte qu'à un moment, il m'échappait. Et à un moment, je m'étais dit, mais le nombre d'heures, à quoi il est lié? À ça, ou alors au divin? Et quand je suis allé voir sur Internet et quand j'ai vu que les artistes qui l'utilisaient considéraient qu'effectivement, il pouvait te ramener au divin, je me suis dit, ça c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, quoi. C'est pour ça que je suis très délicat avec ça, dans la mesure où il n'y a plus de croyances. Les croyances, c'est fini maintenant. Les gens croient plus en rien. Ils croient plus en rien. C'est fini, ils croient plus en rien. Il n'y a plus de cette espèce de mystère, de choses qui peuvent nous dépasser. C'est drôle ça. Comment on peut dire qu'à un moment, on va être inspiré presque, je emploie ce mot, presque habité. On a besoin de balancer cette espèce d'inspiration sur un tableau. Et si on parle d'inspiration, ce tableau-là, par exemple, je l'ai appelé, il s'appelle Padre Pro. Pourquoi Padre Pro? Parce que la veille, avant de le faire, en fait, j'avais regardé un documentaire, sur Arte ou la 5, je ne sais plus, sur un personnage qui s'appelait Padre Pro et qui officiait en tant que prêtre à Mexico en 1917, au moment où il y a eu séparation entre l'Église et l'État. Et donc c'est un personnage qui commençait à avoir une influence, et il commençait à avoir une influence auprès du peuple. Ça n'a pas plu en fait au président mexicain de l'époque, donc pour l'éliminer, il a accusé d'avoir fomenté un attentat contre lui, et il a été fusillé. Allez savoir pourquoi ce personnage, pourtant j'en ai lu plein de documentaires, il m'a touché, mais viscéralement, mais d'une force à un point, je ne sais pas pourquoi. Et le lendemain, je me suis levé, j'ai eu besoin de le parler. Peut-être comme un hommage ou quelque chose que je ne sais pas. Je voulais faire une petite, comment dirais-je, un petit clin d'œil en fait à une amie très chère en fait qui s'appelle Salima, qui habite en région parisienne à Bobigny. Et je peux le dire en fait, c'est une femme qui est non-voyante depuis quelques années, qui a une joie de vivre. C'est une jolie femme dans le sens à l'intérieur, c'est une bonne personne quoi. Et voilà, à chaque fois que je l'appelle ou quand elle m'appelle, elle se plaint jamais de sa condition, jamais. C'est une femme qui est croyante hein, déjà, elle se plaint jamais. Et un jour, je me rappelle, je l'appelle, et puis tout content,
Moi, j'espère, j'aimerais bien me dire qu'un jour, elle va se réveiller, elle va retrouver la vue. Bête de penser ça, mais bon. Donc un jour, je l'appelle et puis je lui dis, ah, Salima, Salima. Elle me dit, oui, Kader. Je lui dis, ça va, hein. Et tu sais, Salima, il faut croire au miracle, hein. Et moi, dans ma tête, inconsciemment, ça sous-entendait que peut-être qu'un jour, elle va se réveiller, elle va voir. C'est ce qu'elle me sort. Mais je te jure, mais ça m'a fait sortir de mon piédestal et ça m'a fait du bien, une grosse claque. Elle me dit, mais Kader, quand les gens se lèvent le matin, quand ils voient le soleil, les nuages, les oiseaux, les arbres, la couleur, c'est pas un miracle, ça? Eh ben franchement, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je te jure, elle m'a donné une claque. Moi, je me suis dit, mais respect à un point incroyable. Ça, c'est. Parce que, tu sais, quand tu es face à une personne qui a un handicap, quand tu es face à une personne qui est en phase terminale, qui va mourir d'un cancer, etc., c'est facile de dire oui, mais bon, je suis avec toi, patati patata. Mais chacun est seul face à cette situation. On a beau l'entourer, tu es face à cette. Il y a Émilie Duquesne, je crois, qui est morte récemment. C'est une actrice, elle m'a touché, elle m'a vraiment touché parce que je la trouvais hyper humble. Et je suis tombé un jour sur il parlait d'elle en fait, elle faisait un témoignage quelques jours après sa rémission et quelques jours avant que son cancer reprenne le dessus en fait. Et elle avait dit, ça m'a touché, elle avait dit, vous savez, hein, j'ai de la famille, des gens mais très très proches, mes proches à un point, des proches, de la famille, des amis, ils ont beau m'entourer, ils ont beau être avec moi, ils ont beau me soutenir, je suis quand même toute seule face à ça. Et ça, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et voilà. Donc moi maintenant j'arrive d'un principe quand on me dit bah, tiens, une personne voilà, elle a ça comme maladie, elle est en fin de vie, moi je peux rien dire, hein, à part avoir la compassion. La compassion, c'est pas de la. À part me dire, voilà, j'essaye d'avoir une empathie, de me dire, voilà, ça peut être moi à sa place, et je sais qu'elle peut traverser des choses très compliquées, mais c'est à chacun de le traverser, en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il a. Mais moi, j'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit par rapport à ça. Ah oui, la Genèse. C'est quelque chose de. Il y a une phrase que me disait ma mère en fait quand j'étais gamin. Elle me disait à l'aube de l'humanité, les pierres, les rochers, les cailloux parlaient, riaient, jouaient, s'encanaillent. Mais lorsqu'elles aperçurent l'humain arriver au loin et s'apercevant qu'il prenait une mauvaise direction, elles se sont tues, figées et décidèrent de reprendre vie le jour où l'humain prendrait la bonne direction. Moi, ça a été la base en fait de la Genèse. Et ce qui était intéressant en prenant du recul, c'est que je suis né dans un camp de rapatriés d'Algérie. Mon père était harki, donc mon père et ma mère ont quitté l'Algérie en 62, un petit peu les pieds noirs. On a grandi dans un camp militaire, rapatrié donc à Saint-Avé. Saint-Avé, c'est une commune dans le Morbihan de Vannes qu'on appelait aussi la Terre Rouge. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis souvenu que quand j'étais gamin, j'accompagnais ma mère qui récupérait l'argile avec laquelle elle confectionnait un four à pain que chez nous on appelle le four en arabe, le koucha en arabe. C'est drôle, et la jeunesse pour moi, et j'ai une phrase qui m'est venue à la tête après, je commence par j'ai arraché aux entrailles de la terre la source qui nous a fait naître. Ça vient de mon histoire de vie. C'est drôle. Donc en fait, rien n'a été calculé à la base, il y a une logique implacable. C'est vraiment trop. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Transcendance, c'est pas. Moi, je la vis pas avec la religion. Les chrétiens, moi, je savais pas que les chrétiens considéraient que les musulmans avaient comme théorie la transcendance. Sauf que moi, la transcendance, je l'ai compris à travers mon travail. C'est-à-dire qu'à travers la lumière, je sais même pas, mais les gens ne se rendent pas compte des capacités et l'énergie que la lumière peut avoir. C'est hallucinant, c'est incroyable. Et moi, je considère que plus tu respectes le nombre d'heures, plus tu respectes la symétrie, plus ton travail est accompli, plus ton travail est juste, plus la lumière va être juste et diffuse d'une façon la plus juste, la plus parfaite possible, que ça crée une espèce de lumière et c'est là qu'arrive la transcendance. Alors, la transcendance, c'est quoi? Est-ce que c'est voilà transcender, c'est-à-dire hop, tu quittes et t'es attiré par la lumière? Je sais pas. Ça, je le comprendrai peut-être au fur et à mesure de mon travail. Mais la transcendance, pour moi, elle est, sans. Moi, quand je parle de transcendance, je ne le mets pas en lien avec la religion, encore une fois. La transcendance, c'est par rapport à mon travail, par rapport aux mathématiques, par rapport au nombre d'heures. Pour moi, c'est une finalité. C'est-à-dire que le jour où j'aurai atteint la transcendance, j'aurai accompli mon travail. Et là, je serai dans une forme de finitude. Le matériau que tu utilises pour tes sculptures. Ah, c'est du plâtre. Ah oui, c'est du plâtre à prise rapide. C'est-à-dire que c'est un plâtre qui durcit
aussi rapidement qu'il est monté. Et moi, ça m'oblige, comme je travaille avec la gestuelle, le premier coup de pinceau sur un tableau doit être le bon, et la première main donnée pour former la sculpture en plâtre doit être le bon, dans la mesure où c'est un plâtre qui sèche hyper vite, en quelques minutes il est sec. Et moi j'ai pour objectif en fait qu'une fois que la sculpture est faite, je ne dois avoir aucune retouche à faire dessus. Donc c'est la gestuelle et la sculpture et la peinture vont être faits en fulgurance, en quelques secondes. Par contre, il y a souvent le doute. Par rapport à la sculpture, je vais faire une sculpture, tac, 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 tac. Tout d'un coup, en fait, je vais avoir une mauvaise pensée et le coup de main va être donné du mauvais côté. Il va y avoir un repentir. Je me suis vu des fois sur des tableaux. Sérieux, il y a un tableau là-haut. Ça fait 2 ans, même plus de 2 ans que je suis dessus pour réparer un repentir qui fait 1 millimètre. C'est drôle ça quand même. Et parce qu'en fait, il faut que j'arrive à faire autofocus et avoir en fait exactement le point précis pour redonner le coup de pinceau dans la bonne direction. Donc une sculpture et un tableau peuvent être faits dans une fulgurance le plus rapidement possible, et un repentir, je peux mettre des années avant de le combler, avant de le réparer. Et donc c'est pour ça que je mets en lien mon travail avec ma propre existence. Et je considère que mon travail sera accompli quand je le serai aussi.